Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Anne-Cécile Rigaille. Je travaille à la Direction générale de la prévention des risques au ministère qui est chargé de la protection de l'environnement et je suis chef du service des risques technologiques. Donc, avec les équipes de la DGPR, mais également avec nos collègues de la direction de l'eau et de la biodiversité et du commissariat général au développement durable qui sont avec nous aujourd'hui. On va donc passer cet après-midi ensemble pour vous présenter une évolution extrêmement structurante de la manière dont vont être instruites et mises en débat public quelque part les demandes d'autorisation environnementale. Donc, toutes les demandes d'autorisation environnementale dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une joie d'être très nombreux, hein, plus de 900 déjà connectés et comme cela a été rappelé, nous pouvons attendre jusqu'à 1500 participants. Donc on va avoir une phase un peu plus didactique dans laquelle on va vous faire une présentation. Je vous suggère peut-être d'attendre la fin ou la presque fin de cette présentation avec les diapositives qu'on va vous présenter pour poser vos questions. Parce que peut-être certaines de vos questions vont-elles trouver une réponse 2 ou 3 diapos plus loin. Et ensuite, on consacrera vraiment un temps très important à répondre à vos questions. Et comme vous l'avez compris et comme la répétition est à la base de la mémorisation, je redis que les questions doivent être posées dans l'onglet « Questions » et pas dans l'onglet « Chat ». Voilà, pour leur donner une chance. Mais d'abord, comme dans tous les bons concerts, une première partie ou une page de pub avant le film du dimanche soir pour vous dire que il y a dans quelques semaines, quelques jours, un événement très important qui est les rendez-vous majeurs. Donc les rendez-vous majeurs ont pris la suite de ce que certains peut-être d'entre vous ont connu comme les assises des risques technologiques et donc organisées par Amaris qui représente les collectivités intéressées quelque part par ces questions de risques technologiques en partenariat bien sûr avec le ministère. Donc, ce sera au Havre, ce sera le 3 octobre. Le programme est très intéressant. Il traite à la fois des risques accidentels, mais également des risques chroniques. Il y aura donc une partie en plénière le matin. Je vous mets donc à l'écran le programme avec des présentations un peu générales sur les actualités, sur une vision plus générale, un peu plus philosophique aussi de la manière dont sont prises en compte les questions de santé, environnement et pollution industrielle. Et puis, bien sûr, des temps de pause permettant de se rencontrer, d'échanger entre toutes les parties prenantes. Et puis, l'après-midi, des ateliers thématiques, voilà, où nous traiterons, alors il y en aura plus que ça, mais enfin, en tout cas, nous traiterons notamment de thèmes très débattus, tels que la transition industrielle, les risques, les PFAS, le changement climatique, les effets des risques naturels sur les installations technologiques, la gestion de crise, etc. Et donc voilà, vous aurez le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas, c'est vraiment un événement de référence qui a lieu tous les 2 ou 3 ans en fonction de l'actualité et c'est donc le 3 octobre. Je reviens maintenant à la question plus fondamentale et plus austère peut-être de la révision de l'autorisation environnementale. Tout d'abord, pour vous redire un peu les motifs de la réforme qui a pu surprendre parfois certains observateurs qui n'avaient pas forcément eu conscience qu'elle avait été débattue et votée lors d'une loi d'octobre dernier. Les motifs de la réforme sont situés dans notamment un rapport qui avait été remis au gouvernement en janvier 2022, préparé par Monsieur Guillot, et qui s'était intéressé à la question de la simplification et de l'accélération des implantations des activités économiques en France. Et le rapport Guillot était basé notamment sur une analyse comparée de ce qui peut se faire en France et dans d'autres pays. Et il avait pour but, quelque part, de réformer le cadre procédural, mais sans toucher le fond, c'est-à-dire de ne pas abaisser nos exigences techniques de protection de l'environnement, mais de mettre différemment, quelque part, les étapes de la manière dont on apprécie la pertinence et la compatibilité d'un projet avec les exigences environnementales. Donc, cette réforme vise un certain nombre d'objectifs. Donc, comme je le mentionnais, favoriser la réindustrialisation du pays, renforcer l'attractivité du territoire français
Quand des investisseurs, notamment venus de loin, se posent la question d'implanter une usine plutôt dans ce pays-ci ou dans ce pays-là, donc il y a une logique comparative avec ce que font nos amis et voisins, s'aligner avec des pratiques européennes constatées dans d'autres pays, notamment, ça n'est pas complètement un secret, avec l'Allemagne, qui a voilà, des procédures un peu différentes, et au global, pouvoir présenter aux industriels des perspectives d'instruction plus rapides des autorisations environnementales. Voilà, avec le président de la République qui avait exprimé des attentes fortes sur le fait de pouvoir passer sous le délai, on va dire, d'une année pour une autorisation environnementale en termes de procédure complète. Et enfin, c'était aussi l'occasion de réinterroger la manière dont se fait la consultation du public et de la moderniser, puisque vous verrez que la consultation du public de la nouvelle procédure issue de la loi Industrie verte, c'est quelque part un mix qui essaye de prendre le meilleur de ce que l'on sait faire actuellement, tant en termes d'enquête publique que de consultation sur Internet. Voilà. Donc, les avantages attendus de cette réforme, c'est donc avoir une décision plus rapide pour le pétitionnaire, être fixé plus vite, une décision plus rapide de son autorisation et donc optimiser son temps dans son projet industriel. Comme je le mentionnais également, moderniser la procédure, notamment pendant la phase de consultation du public pour tirer parti des outils informatiques notamment. Avoir dans le même temps que ce raccourcissement de délai ne se fasse pas au détriment du temps passé à interagir avec le public, mais au contraire, par un effet de parallélisation, d'octroyer plus de temps à cette phase de consultation au cours de la procédure et, d'une manière générale, d'avoir un meilleur pilotage de l'avancement des dossiers, puisque, je spoiler alerte quelque part, il n'y aura plus de temps de suspension de procédure. Donc, du coup, une fois que la procédure sera lancée, elle se déroulera avec un temps continu pour le meilleur et pour le pire. Voilà, on pourra y revenir. Donc, après ce rappel quelque part sur les intentions politiques, vous dire quelques mots des textes qui fondent cette nouvelle procédure d'instruction des autorisations environnementales. Comme je le mentionnais, cette réforme a été portée dans une loi qui a été discutée au Parlement au cours de l'été, non pas le dernier, mais celui d'avant 2023, et la loi donc du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. C'est à son article 4. Un article qui est assez détaillé, donc qui donne déjà une assez bonne vision de ce que le législateur avait l'intention de faire avec cette réforme. Il y a toujours besoin néanmoins de préciser des articulations, des délais, qui envoie quels documents à qui, sous quelles conditions, etc. Donc ça se fait dans un texte de niveau décret. Les équipes qui sont ici présentes à mes côtés ont beaucoup travaillé, beaucoup échangé aussi avec les différentes fédérations professionnelles, les parties prenantes, les associations. On a eu tout un riche cycle de consultations à l'hiver dernier qui a permis de nourrir un projet de texte que l'on a retravaillé avec le Conseil d'État pour un décret qui est sorti le 6 juillet. Voilà, juste avant que le gouvernement ne passe dans un mode un peu plus dite d'affaires courantes. À venir, mais elle sera assez courte et dès que nous aurons effectivement un gouvernement qui sera sorti de cette phase d'affaires courantes, nous aurons une instruction ministérielle au préfet, donc pour leur rappeler, préciser les différents points de force de cette nouvelle procédure. Mais voilà, points de force que nous allons largement présenter et débattre cet après-midi. Donc même si cette instruction sera certainement intéressante pour vous, normalement, si vous êtes attentif cet après-midi, vous ne devriez rien y apprendre de très croustillant. Alors, en termes de vision globale, je vais rappeler les principales lignes directrices de cette réforme et puis ensuite je passerai la parole à Monsieur Paul Bouquet qui rentrera plus dans les détails et Madame Maribaud qui seront vos intervenants pour les étapes plus détaillées. Alors, dans le monde d'avant, nous avions 3 phases. Nous avions une phase dans laquelle un dossier était examiné par, on va dire, les services de l'État qui avaient un échange bilatéral avec le porteur de projet.
éventuellement lui faisait améliorer son projet, compléter son projet, préciser ses intentions, etc., s'assurer que tout allait bien, tout était très beau. Au passage, on saisissait l'autorité environnementale quand le projet devait être soumis à évaluation environnementale. L'autorité environnementale faisait également un avis. Le pétitionnaire le lisait avec beaucoup d'attention, répondait et voilà. Et donc toute cette phase-là, quelque part, c'était une interaction administration-pétitionnaire. Ensuite, il y avait une phase d'interaction avec le public, de consultation des collectivités, etc. Et ensuite, il y avait une phase de décision. Donc, dans la future procédure, en fait, on ne change pas la phase de décision à la fin, mais par contre, on mixe ensemble les deux premières. Mais les petits carrés rose clair et rose foncé deviennent un carré bleu. C'est en même temps que se fait la consultation des uns et des autres, de tous les uns et des autres, l'examen au fond du dossier, les échanges, les éventuels compléments et l'interaction avec le public. Tout cela pendant une durée de 3 mois. Donc, c'est vraiment ce changement qui est très philosophiquement et pratiquement très structurant, puisqu'on va avoir un dossier qui va être par nature visible de tous, sur lequel il y aura différents niveaux d'expertise qui vont pouvoir s'exprimer, de l'expertise très technique des services de l'État consultés à l'expertise d'usage des riverains, etc., les contributions des uns et des autres. Et le tout va être très dynamique pendant cette période de 3 mois avec des compléments qui seront apportés au fil de l'eau. Comme je vous l'indiquais, la dernière phase ne bouge pas. Elle prendra bon compte finalement de tout ce qui aura été travaillé, échangé, amélioré au cours de cette phase d'examen et de consultation. Et cette phase où le préfet, on va dire, c'est la plupart du temps le préfet prend bonne note de tout cela, fait les derniers ajustements et se prépare à prendre une décision, ne change pas. Voilà. Alors, si je résume, avec ce système où le dossier est très vite mis au vu et au su de tout, il est débattu en public quelque part et il n'y a pas de suspension de délai, tout va très vite, eh bien, on a un système qui permet d'aller vite sur ce que nous appellerons les bons dossiers. Et on pourra débattre sur ce que c'est qu'un bon dossier. Mais le bon dossier rentrera dans le système, il aura donc sa phase d'examen et de consultation de 3 mois et il aura assez vite ensuite une autorisation préfectorale. Par contre, si le dossier est un peu faiblard, s'il a fait des impasses, si assez vite on s'aperçoit qu'il y a une contradiction majeure avec un enjeu protégé au titre de l'environnement, que ce soit une zone naturelle particulière, que ce soit une compatibilité avec les masses d'eau, que ce soit des process industriels qui ne permettent pas de rentrer dans les purs des rejets autorisés habituellement, etc., eh bien, il y aura quelque part, ça ira assez vite une décision négative qui sera soit un rejet, soit un refus. Mais voilà, avec pas forcément de possibilité de l'améliorer considérablement dans cette phase qui reste assez courte, en 3 mois. Et donc, c'est une procédure qui est très discriminante quelque part. Elle va vite pour les bons dossiers et elle va vite à l'échec pour les mauvais dossiers. Voilà, donc on y reviendra dans la suite de la présentation, mais je souhaite vraiment que vous reteniez cet effet très particulier de cette réforme et qui a été très assumé par le ministre. Enfin voilà, nous avons accompagné le ministre Roland Lescure à l'époque quand il a porté cette réforme et il a eu ces mêmes mots, sans doute beaucoup mieux dit que moi, au moment d'en parler aux députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, donc c'était les quelques mots que je souhaitais vous donner sur la vue d'ensemble de la réforme. Donc maintenant, si vous en êtes d'accord, nous allons reprendre vraiment pas à pas toutes les étapes avec M. Bouquet et Mme Beau qui vont vous détailler ce qu'il faut retenir de chacune de ces étapes de la procédure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on va vous présenter les différentes étapes de la procédure d'autorisation environnementale. Juste pour vous rappeler un petit focus sur la précédente procédure, donc la procédure actuelle pour les dossiers valables jusqu'au 22 octobre qui sont déposés avant le 22 octobre. C'est la procédure que vous voyez à l'écran qui s'applique, avec toujours une possibilité de phase amont pour préparer notamment le dossier.
avec le dépôt ensuite, et à l'heure actuelle, donc 3 phases, comme ça a été rappelé par Madame Rigaille, une phase d'examen, une phase de consultation et une phase de décision. Maintenant, avec la procédure d'autorisation environnementale version industrie verte, vous avez toujours en fait une phase amont qui est inchangée, mais qui est renforcée, notamment pour les principaux dossiers, avec un dépôt de la demande. On verra les modalités qui sont aussi inchangées, avec cette fois-ci maintenant une étape en fait qu'on appelle une étape de vérification de la complétude et de la régularité qui se fait au dépôt de la demande par notamment les services instructeurs et qui ensuite suivent 2 principales phases, une phase d'examen et de consultation, donc des actions d'examen en profondeur avec une instruction approfondie de la demande et toute une phase en fait de consultation multiples qui vont être engagées à l'issue de cette phase, donc au départ de cette phase d'examen et de consultation. Suivent ensuite une deuxième phase qu'on appelle la phase de décision qui reste globalement inchangée par rapport à la procédure actuelle. Donc effectivement, sur cette nouvelle procédure, on a une seule étape de vérification de la complétude et de la régularité et 2 phases, examen-consultation et une phase de décision. On vous a remis à l'écran les quelques logigrammes, donc avec une vision globale qu'on va vous présenter sur cette diapositive et une vision un peu plus détaillée sur la diapositive suivante. Donc, comme on vous l'a redit, une phase amont qui peut être facultative et ensuite au dépôt du dossier, donc une première étape qui s'appelle l'étape de vérification de la complétude et de la régularité qui va s'engager. À ce stade, il sera toujours possible pour les services instructeurs de demander en fait des compléments au pétitionnaire pour qu'il puisse compléter sa demande afin que le dossier puisse être jugé complet et régulier. Une fois cette étape réalisée, on va entrer en fait dans la phase qu'on appelle d'examen et de consultation, qui va permettre notamment le lancement en fait de la consultation du public avec différentes modalités. Et ça, le législateur a souhaité en fait que cette phase dure sur une durée de 3 mois. Entre le début de la consultation et la fin de la consultation du public, on aura une période de 3 mois. À l'intérieur de cette phase, il y aura toujours la possibilité, comme lors de l'étape de vérification de la complétude et de la régularité, de demander en fait des informations complémentaires au pétitionnaire pour qu'il puisse compléter sa demande éventuellement. À l'issue de cette phase de consultation du public, on aura notamment le rapport notamment du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête si on est concerné, qui sera établi avec des conclusions motivées qui sera remis par ce dernier. On arrivera ensuite dans une dernière phase, donc la phase de décision, comme à l'heure actuelle, avec comme finalité 2 possibilités, soit l'instruction se déroule vers une autorisation environnementale, avec une décision finale par le préfet de département ou le préfet de police, ou l'instruction sera finalisée en fait par un arrêté préfectoral de refus si on n'est pas concerné par l'autorisation environnementale. Vous voyez à l'écran maintenant un logigramme un peu plus détaillé avec les quelques modalités qui interviennent à la fois dans la première étape et à la fois dans la phase d'examen et de consultation. Vous visualisez à l'écran que dès le dépôt de la demande, lorsqu'on est sur un mode de consultation parallélisée, on aura une saisine en fait du tribunal administratif par le préfet pour nommer soit un commissaire enquêteur, soit une commission d'enquête. Et donc, une fois le dossier complet et régulier, et une fois la décision en fait de nomination du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête désignée, on aura une phase notamment de lancement de la consultation du public. Et vous l'avez bien compris, c'est
l'importance en fait de la réforme, c'est de mettre en fait des actions parallélisées, et donc au-delà de la consultation du public qui va être lancée, on a également l'ensemble des consultations réglementaires, alors à la fois pour les entités qu'on appelle les services, les organismes ou les instances où un avis est requis réglementairement, notamment par le Code de l'environnement, et également les collectivités territoriales. Et donc, l'ensemble en fait de ces avis seront versés, notamment par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur notamment le site internet dédié à la consultation qui sera à disposition notamment du public pour qu'il puisse visualiser notamment l'ensemble des avis. Alors, comme c'est mentionné sur la diapositive en dessous, l'ensemble des avis des entités, les avis des collectivités, les éventuelles observations et propositions du public seront également versées sur le site de la consultation et éventuellement, lors des réponses, notamment lorsqu'il y a questionnement, les réponses sur du pétitionnaire qui seront également versées sur le site dédié à la consultation, notamment par le commissaire enquêteur. Point important aussi, dans cette phase d'examen et de consultation, il y aura toujours la possibilité d'avoir un AP de rejet, alors avec des modalités plus... un arrêté préfectoral, donc un acte préfectoral de rejet, avec des modalités qui ont été un petit peu réduites, donc ça on vous les expliquera aussi, notamment, vous verrez notamment dans la diapositive, lors de l'explicatif sur le rejet. Et bien entendu, une phase de 2 à 3 mois en fonction des cas, pour le cas général, sur cette phase de décision pour aboutir à la fin à un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale ou un arrêté préfectoral de refus. Alors, passons maintenant aux différents types d'étapes. Alors, on va vous présenter en fait les différentes modalités d'action de la phase amont jusqu'à la finalité de la procédure d'autorisation environnementale et commençons tout de suite par la phase amont. Donc, la phase amont, bien entendu, ça reste en fait une phase facultative et on vous a remis à l'écran notamment les différentes possibilités pour le pétitionnaire de solliciter notamment l'administration via plusieurs dispositifs. Alors déjà pour rappel que le certificat de projet a été abrogé à partir de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et il reste donc 2 principaux dispositifs pour ces échanges notamment en phase amont. C'est le cadrage préalable prévu par le Code de l'environnement où le porteur de projet peut demander à l'autorité préfectorale compétente, notamment, un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir, notamment dans l'étude d'impact. Donc ça, c'est des dispositifs actuels, existants, et donc inchangés avec la réforme. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle notamment les échanges en phase amont, et donc c'est des échanges qui sont menés par le pétitionnaire, accompagnés éventuellement par son bureau d'études pour consulter notamment les services concernés, les services instructeurs et également les autres services qui vont pouvoir contribuer au cours de l'instruction pour échanger sur le projet et deuxièmement notamment pour aiguiller, accompagner le porteur de projet pour qu'il puisse déposer un dossier de bonne qualité. Alors, passons maintenant sur un petit focus plus particulier, notamment sur ces échanges en phase amont. Donc, ce sont des échanges, comme on vous le redit, qui sont inchangés. Hein. La procédure ne change pas du tout sur ces modalités-là. Elle renforce néanmoins le fait de faire des phases amont. Donc, c'est fortement en fait recommandé sur les différents projets, dans le but notamment d'éclairer et d'accompagner le pétitionnaire. Les services de l'État sont très sensibles sur le fait d'accompagner les différents porteurs de projets au sein des différents départements et dans le territoire pour notamment dynamiser le tissu économique. Et donc, les services de l'État sont mobilisés pour effectuer notamment ces échanges en phase amont à partir notamment des dossiers et surtout en fait de l'identification du projet et de son contexte et également de l'ensemble de sa définition de
de l'ensemble du contour du projet. Les textes ne fixent pas en fait de durée sur cette phase amont. Néanmoins, on souhaite quand même une certaine vigilance sur le fait qu'il ne faut pas mobiliser ou surmobiliser notamment les services instructeurs sur les phases amont. Donc, tout est lié notamment à la maturité du projet. On y reviendra quelques diapositives ensuite. Notamment, ça, c'est un point très, très important parce que les services de l'État doivent passer notamment du temps sur ces phases amont, mais également lors des phases d'instruction. Et donc, le but n'est pas de faire une pré-instruction ou de faire une instruction avant le dépôt de la demande. Il est nécessaire, en fait, d'avoir suffisamment d'éléments pour venir lors de cette phase amont. Et surtout, les services de l'État ne doivent pas se substituer au bureau d'études. Les services de l'État sont là pour accompagner les projets, pour identifier notamment les éventuelles problématiques et les points bloquants du projet et les faire ressortir pour que le dossier derrière soit de meilleure qualité, mais en aucun cas ne constitue en fait une instruction ou un travail à la place du bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment un point important et on compte notamment sur votre mobilisation et sur votre relais pour transmettre ces informations-là aux porteurs de projets sur les sur les futurs dossiers notamment. Et donc, sur l'importance en fait de la phase amont, c'est réellement des intérêts multiples à la fois pour le porteur de projet, pour notamment améliorer la qualité des dossiers qui sont déposés avant le dépôt officiel de la demande, échanger sur les problématiques, les difficultés, demander aussi le fait que l'inspection puisse aiguiller notamment sur les dispositions réglementaires. Ça, ce sont des points très importants à partager aussi avec les services de l'État. Et derrière, effectivement, pour qu'on ait une phase amont la plus optimale possible, il faut donner l'ensemble des informations sur le contour du projet, la définition du projet, les conditions d'exploitation, les conditions de construction, etc., pour que l'intégralité des services qui seront autour de la table sur ces phases amont puissent apporter en fait et aiguiller le porteur de projet sur les points bloquants et les points de réglementation notamment. Une visibilité aussi sur le dépôt futur de la demande pour notamment que les services puissent aussi avoir un œil sur le futur dépôt du dossier et dégager notamment les ressources nécessaires pour mener les instructions nécessaires. Et donc le point important qui va être lié, c'est notamment de déposer des dossiers qui pourront être déposés et instruits le plus rapidement possible et donc qui arrivent en fait à cette étape de complétude et de régularité très rapidement, sans demande de complément. Le but réel, c'est de pouvoir faire le maximum côté porteur de projet et bureau d'études pour que le dossier soit déposé, soit de très bonne qualité. Ensuite, sur les intérêts partagés, effectivement, le point hyper important de la diapositive, c'est la maturité du projet. Il faut mobiliser les services de l'État une fois que le projet est mature et il n'est pas nécessaire en fait de multiplier le nombre de réunions préparatoires. Il faut venir en fait avec un projet ficelé pour que, entre guillemets, pour que les services de l'État puissent avoir un maximum d'informations pour qu'ils puissent se prononcer et avoir une véritable plus-value au cours de cette phase-là. Donc, contour réglementaire aussi, et également les différents éléments par rapport à la sensibilité environnementale du secteur concerné. Voilà donc sur cette phase amont qui, je le rappelle, reste des échanges facultatifs, mais qui sont fortement recommandés avec cette nouvelle procédure d'autorisation environnementale. Passons maintenant au dépôt de la demande, avec les modalités de dépôt et également, on verra l'identification notamment du type de consultation qui sera concerné par la demande. Alors, rien de nouveau avec cette réforme, notamment sur le dépôt de la demande. Deux modalités qui restent en vigueur, avec premièrement la téléprocédure autorisation environnementale qui est déposée sur le site internet entreprendre.servicepublic.fr avec des ajustements qui ont été réalisés au cours des travaux préparatifs pour réellement qu'on puisse être opérationnel lors des dépôts.
Deuxième possibilité, toujours la version papier qui peut être déposée au guichet, donc au sein soit des préfectures ou soit au sein des différentes administrations qui sont concernées par le guichet, avec derrière toujours donc lorsqu'on est en téléprocédure une absence en fait de CERFA. Le CERFA est requis uniquement pour la version papier et on le répète n'est pas utile pour la téléprocédure autorisation environnementale. Un point de vigilance important, c'est que la preuve de dépôt qui va être déposée lorsque le pétitionnaire ou le bureau d'études, le mandataire éventuel, effectue la démarche sur entreprendre.servicepublic.fr ou qu'il le dépose en version papier, il y aura une preuve de dépôt qui sera délivrée. Cette preuve de dépôt, comme à l'heure actuelle, ne préjuge pas en fait de la complétude et de la régularité de la demande. Et donc, ce sera les services instructeurs qui déclareront notamment le dossier qui puisse entrer en fait dans la phase d'examen et de consultation au regard notamment de la qualité de la demande déposée. Alors, ensuite vient le moment, une fois le dépôt effectué, d'identifier notamment le type de la consultation. On verra, il y a un cas général notamment sur la consultation paralysée, il y a deux cas spécifiques, deux cas particuliers qui vont être évoqués par Madame Beau dans les diapositives suivantes. Et juste pour vous rappeler que à partir du moment où le dossier est concerné par une consultation parallélisée, c'est-à-dire qu'on va avoir une consultation du public avec cette nouvelle phase de 3 mois d'examen et de consultation, dès le dépôt de la demande, la loi impose, en fait, la loi Industrie Verte impose que le préfet, donc l'autorité administrative concernée, puisse saisir en fait le président du tribunal administratif pour nommer en fait, pour que ce dernier, le président du tribunal administratif, nomme un commissaire enquêteur et un suppléant ou une commission d'enquête et des suppléants. Donc ça, c'est imposé, notamment pour les différents dossiers qui vont être déposés dans la version consultation parallélisée. Dès le dépôt, il y a systématiquement en fait le tribunal administratif qui sera saisi. Ensuite vient l'étape de la vérification de la complétude et de la régularité. Donc ça, sur cette étape, c'est une étape fondamentale qui va permettre en fait à ce stade, en fonction du type de la demande et en fonction des différents services instructeurs qui seront concernés, vont regarder la demande et examiner en fait la complétude et la régularité de la demande. À ce stade, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a, comme on vous l'a évoqué lors du logigramme précédent, il y a toujours une possibilité en fait de demander des compléments. Alors, ce qu'on souhaite, c'est une phase amont enrichie. Théoriquement, si on a fait une bonne phase amont et que le porteur de projet a fait les choses conformes, il doit déposer normalement un dossier et le dossier normalement doit être complet et régulier. Si ce n'est pas le cas, il y aura une possibilité pour les services instructeurs de demander des compléments aux pétitionnaires, au travers notamment d'une lettre de demande de complément. Alors, un point important, c'est qu'il n'y a pas de suspension de délai à ce stade. C'est-à-dire que la demande va être lancée et on attendra forcément en fait la demande de complément pour pouvoir poursuivre et statuer en fait sur la complétude et la régularité. Ça, c'est une étape qui se fait également en lien avec les différents services instructeurs. Donc, à l'issue en fait de cette étape de vérification de la complétude et de la régularité, on a en fait 3 issues possibles. Soit le dossier est manifestement incomplet, irrégulier, il y a des manquements importants et le service en fait instructeur, l'inspection des installations classées, considère en fait qu'on ne peut pas franchir cette étape-là et aller en phase d'examen et de consultation. Il y aura toujours des échanges avec le porteur de projet pour qu'il puisse éventuellement se dessaisir et donc retirer en fait sa demande, pour que derrière il puisse reprendre les éléments,
reconstituer un nouveau dossier et éventuellement redéposer un nouveau dossier avec éventuellement de nouveau une phase amont possible et donc on repartirait à zéro. La deuxième possibilité, c'est que le dossier, il a fait l'objet par exemple déjà d'une première demande de complément et les compléments sont toujours insatisfaisants, pardon. Et ben donc derrière, le dossier ne peut franchir en fait l'étape de vérification et aller donc dans la phase d'examen et de consultation. Et donc on est bloqué et donc on ne va pas plus loin en fait sur ce dossier-là. A contrario, notamment pour les dossiers qui sont jugés complets et réguliers, on aura une information en fait du pétitionnaire via un courrier préfectoral qui informe que le pétitionnaire est informé donc du lancement en fait de la phase d'examen et de consultation. On va passer maintenant à la phase d'examen et de consultation et je laisse la parole à Marie Beau, la chef du pôle réglementation au sein de la DGPA. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, une fois qu'on a passé cette étape de la recevabilité du dossier, donc que le dossier est complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou que la commission d'enquête a été désignée par le président du tribunal administratif, s'ouvre la phase d'examen et de consultation. Et comme cela a été rappelé par Madame Rigail et Monsieur Bouquet, elles sont toutes les deux menées en parallèle. Donc, cela consiste en un examen approfondi de la demande. Et en parallèle, donc comme je vous l'ai dit, sont menées diverses consultations. Donc, on va avoir la consultation des services contributeurs, la consultation des entités dont l'avis est requis réglementairement, la consultation des collectivités locales et enfin la consultation du public. Alors, s'agissant de la consultation des services contributeurs, donc c'est la même que celle qui est actuellement réalisée pendant la phase d'examen. Donc, selon le projet et les enjeux, vont être consultés les services qui sont compétents. Donc, à titre d'exemple, on vous a mis la DDTM pour tout ce qui touche à l'urbanisme, au défrichement, aux espèces protégées, les DREAL pour ce qui concerne l'aspect biodiversité, paysage, etc. Donc, il peut s'agir soit des services, il peut s'agir des services co-instructeurs. Donc, si jamais le projet embarque d'autres procédures, et il peut y avoir aussi des services qui sont reconnus en tant qu'experts sur une thématique. En ce qui concerne la consultation des services, organismes et instances, donc les entités dont l'avis est requis réglementairement, donc il va s'agir donc, elles vont être consultées par l'autorité administrative compétente, donc majoritairement le préfet. Donc, ça va être tous les avis qui vont être requis en fonction du type de projet. Donc, on vous a mis à titre d'exemple que ça peut être donc l'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des sites. Vous avez également l'ANSES, le Conseil national de la protection de la nature, etc. Et ces instances, elles ont entre 45 jours ou 2 mois pour rendre leurs avis. Il y a également l'autorité environnementale si le projet est soumis à évaluation environnementale. Donc, on vous a indiqué les avis pour lesquels qui ont 2 mois pour répondre. En distinguant donc le fait qu'on peut avoir des avis simples et des avis conformes. Cela a une incidence sur la possibilité de rejeter le dossier, mais on y viendra par la suite. Alors, au niveau des avis donc, qui sont rendus par ces entités, si les avis ne sont pas rendus dans les délais, donc ils sont en fonction de ce que prévoit le Code de l'environnement, soit réputés favorables, soit réputés défavorables. Ces avis-là seront mis en ligne de manière systématique sur le site internet dédié à la consultation. Comme cela a été rappelé par Madame Rigail, ça va être un site, une consultation interactive. Donc, en gros, tous les avis de ces instances seront mis sur le site. En revanche, les avis des services contributeurs ne seront pas mis en ligne sur le site de la consultation.
Et donc, pour les avis conformes qui sont défavorables, le préfet devra rejeter la demande au titre du Code de l'environnement. Alors, une troisième consultation qui interviendra en parallèle est la consultation des collectivités territoriales. Alors, il n'y a pas de changement puisqu'actuellement, on saisit les collectivités. En revanche, on les saisit avant le début de la consultation. Maintenant, on saisira les collectivités dès que le dossier est complet et régulier et ces dernières ont toujours 2 mois pour rendre leur avis et cet avis sera publié sur le site internet dédié à la consultation. Et enfin, la consultation du public. Alors, comme l'a indiqué M. Bouquet, il existe 3 types de consultation du public qui sont identifiés dès le dépôt du dossier. Donc, on va avoir la consultation parallélisée qui est le cas général et qui s'applique à toutes les demandes d'autorisation environnementale, qu'elles soient soumises ou non à évaluation environnementale. On va avoir également la participation du public par voie électronique et l'enquête publique unique. Alors, comme je vous le disais, la règle générale pour toute autorisation environnementale, c'est la consultation parallélisée. En revanche, d'autres consultations du public, d'autres modalités peuvent être appliquées. Donc, ça peut être le cas si le projet est soumis à évaluation environnementale, qu'il a déjà fait l'objet d'une enquête publique et que l'étude d'impact actualisée a été jointe au dossier de demande. Dans ce cas-là, on appliquera la participation du public par voie électronique. Ou alors, il est possible de procéder à une enquête publique unique lorsque une enquête publique, donc préalablement à une autre décision autre qu'une autorisation d'urbanisme, est nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n'a pas été réalisée. Dans ce cas-là, on peut organiser une enquête publique unique, sauf dérogation donc sollicitée par le pétitionnaire. Donc, ça peut être le cas des servitudes d'utilité publique, dans le cas également d'une déclaration d'intérêt général, lors d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme ou dans le cas d'une déclaration d'utilité publique qui est déposée concomitamment à l'autorisation environnementale. Il y a également un cas spécifique lorsque d'une demande associée en matière d'urbanisme sur le même projet. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez un dépôt préalable ou concomitant de la demande d'urbanisme à la demande d'autorisation environnementale. Dans ces cas-là, ce sera la consultation parallélisée qui s'appliquera pour les 2 demandes, à condition que la consultation du public sur la demande de permis de construire n'est pas commencée. En revanche, si la demande de permis de construire est déposée après la demande d'autorisation environnementale, dans ces cas-là, on aura des consultations du public distinctes. Voilà. Alors, un petit focus sur la consultation parallélisée. Donc, une fois que le dossier il est déclaré complet et régulier, donc, comme l'a rappelé Madame Rigaille, on est sur un principe mixte, c'est-à-dire que c'est une consultation qui se déroule par voie électronique et qui est conduite par un commissaire enquêteur. Donc, 15 jours avant le début de la consultation, un avis d'ouverture sera mis en ligne sur le site de la consultation. Pour la Guyane, la réglementation prévoit un délai spécifique d'1 mois. Donc, s'agissant des modalités pratiques, les frais de la consultation du public sont assurés par le pétitionnaire et donc il y a cette obligation, voilà, de mettre en ligne l'avis de participation ainsi que la publication dans la presse et par voie d'affichage. Voilà, et comme je vous le disais, c'est une consultation donc, qui se déroule par voie électronique et qui est menée par un commissaire enquêteur, donc il a un rôle pivot pendant cette consultation. Donc, comme l'a rappelé M. Bouquet, il est nommé dès la réception de la demande d'autorisation environnementale et donc il va échanger avec le pétitionnaire sur le bon déroulement de cette participation.
Sous le pilotage du commissaire enquêteur avec l'appui du pétitionnaire, 2 réunions vont être organisées. Une première réunion d'ouverture qui sera organisée dans les 15 premiers jours à compter du début de la consultation du public. Sa date sera précisée dans l'avis de consultation. Et enfin, une réunion de clôture qui sera organisée dans les 15 derniers jours de la consultation. Et la date de sa tenue sera rendue publique au moins 7 jours avant. Si jamais, au moment de l'avis de mise en ligne, sa date est connue, évidemment que l'avis de mise en ligne pourra mentionner la date de la réunion de clôture. Par ailleurs, des permanences en présence du commissaire enquêteur pourront être organisées pour contribuer aux échanges avec le public. Excusez-moi. Alors, toujours sur la consultation parallélisée, tous les avis que l'on va recueillir, donc des entités dont l'avis est requis obligatoirement, réglementairement, les avis des collectivités territoriales, les propositions et observations du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire donc aux observations du public, aux avis reçus et le cas échéant aux demandes d'informations complémentaires qui pourraient être demandées par les services contributeurs lors de la phase d'examen et de consultation, seront mis en ligne sur le site Internet qui est spécialement dédié à la consultation. Les avis et les éventuelles réponses apportées par le pétitionnaire seront déposés par le commissaire enquêteur et seront réputés faire partie du dossier jusqu'à la réunion de clôture. À la fin de la consultation du public, donc à l'issue du délai de 3 mois, le commissaire enquêteur doit rendre un rapport et des conclusions motivées. Donc, il n'y a plus d'avis formel qui accompagne cela, avis favorable ou défavorable. Et en cas d'absence, donc dans un délai de 3 semaines, à l'issue de la consultation du public. Et en cas d'absence de rédaction du rapport, le Code de l'environnement prévoit que c'est l'autorité préfectorale qui sera chargée de la synthèse des observations et propositions du public. Voilà, donc à la fin de la consultation du public, donc le commissaire enquêteur rencontre et communique au pétitionnaire les observations et propositions du public. Le pétitionnaire dispose de 5 jours pour formuler ses observations. Et enfin, le commissaire enquêteur communique simultanément au préfet et au président du tribunal administratif le rapport et les conclusions motivées dans un délai de 3 semaines. Et à l'expiration du délai de 3 semaines, la phase d'examen et de consultation est terminée. Alors, comme je vous le disais, il reste 2 cas particuliers en matière de consultation du public qui sont la participation du public par voie électronique et l'enquête publique unique. Donc, quand on a recours à ces types de consultations, il y a des différences avec la consultation parallélisée. Alors, d'une part, dans le cas où on est en enquête publique unique, la désignation du commissaire enquêteur se fera, on va saisir le président du tribunal administratif dès la réception de tous les avis des entités et des collectivités territoriales. Pourquoi ? Puisque à partir du moment où va commencer la phase d'examen et de consultation, seules les consultations des services et les consultations des instances obligatoires des collectivités et des collectivités territoriales seront menées en parallèle. Et à l'issue de ces consultations, démarrera l'enquête publique unique ou la participation du public par voie électronique. En cas de PPVE, il n'y a pas de désignation du commissaire enquêteur. Si vous voulez, les procédures de participation s'appliqueront comme c'est déjà le cas actuellement. Alors, comme le disait M. Bouquet, lors de la phase d'examen et de consultation, il est possible de demander des informations complémentaires. Donc, et ce, pendant toute la durée de la phase d'examen et de consultation. Donc,
demande, elle peut intervenir même si une première demande de complément a déjà été réalisée dans le cadre de la vérification de la complétude et de la régularité du dossier. Et les compléments qui arriveront avant la réunion de clôture sont considérés comme faisant partie du dossier. Et un rappel sur le fait qu'il n'y a plus d'interruption des délais pendant que le pétitionnaire complète sa demande, pendant la phase d'examen et de consultation. Voilà. Alors, par rapport à l'organisation, donc ces informations complémentaires, elles seront mises à disposition par le commissaire enquêteur sur le site internet dédié à la consultation. La limite de ces informations complémentaires est qu'elles ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du projet. Si cela était le cas, on aboutirait à une décision de refus en phase de décision. Ou alors le pétitionnaire peut retirer sa demande et dans ces cas-là, la procédure s'arrête et le pétitionnaire peut à nouveau déposer un nouveau dossier. Et un autre point sur la possibilité de rejeter la demande, on en a un petit peu parlé, mais on le rappelle. Donc, lors de la phase d'examen et de consultation, et tout au long de la phase d'examen et de consultation, il est possible de rejeter la demande. Il y a 3 rejets possibles. En cas d'avis conforme défavorable, lorsque le projet ne respecte pas les intérêts mentionnés aux articles L181-3 et L181-4 du Code de l'environnement, ou lorsque le projet est incompatible avec les documents d'urbanisme ou qu'une procédure de mise en compatibilité de ces documents n'est pas engagée. Par rapport à ce qui est en vigueur actuellement, seule la suppression du motif en cas de non-complétude ou de non-régularité a été supprimée, puisque la phase d'examen et de consultation débute sur un dossier qui est complet et régulier. Voilà, à tout moment, le pétitionnaire peut retirer son dossier si, comme on l'a expliqué, par exemple, lorsque l'économie générale du projet est remise en cause, etc., ou pour éviter d'aller jusqu'au refus. Voilà. Une fois donc qu'on arrive à la fin à l'expiration du délai de 3 semaines ou à la remise du rapport du commissaire enquêteur, donc s'achève la phase d'examen et de décision, et de consultation, et on arrive à la phase de décision. Donc, comme ça a été dit sur cet échange de cet après-midi, la phase de décision ne change pas, n'évolue pas. On a principalement quelques adaptations juste sur la forme notamment. Les modalités d'instruction restent complètement identiques par rapport à la procédure précédente. On vous rappelle notamment dans cette diapositive les 2 choix finaux en fin d'instruction qui sont soit un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale, soit un arrêté préfectoral de refus. Il faut bien faire la part des choses entre le rejet qui est en phase d'examen et de consultation, comme cela a été rappelé sur les différentes modalités de possibilité de rejet. Les modalités de refus, on va les voir juste après dans les diapositives suivantes. Toujours est-il que cette phase de décision et dans le prolongement notamment de cette phase d'examen et de consultation où l'instruction arrive à sa fin avec notamment les motivations pour proposer en fait au corps préfectoral soit une autorisation environnementale, soit un refus, au travers notamment d'un rapport de synthèse d'instruction établi par les services de l'inspection des installations classées ou le service des mines pour notamment les projets et accompagné d'un projet d'arrêté préfectoral classique avec les caractéristiques des vues, des considérants et des différents articles de l'arrêté. Les modalités, notamment en termes de refus,
elles sont au nombre de 2. Alors, soit parce qu'on a une incompatibilité du projet au regard notamment des intérêts qui sont des intérêts protégés, listés notamment aux articles L181-3 et L181-4 du Code de l'environnement, et également une deuxième possibilité, notamment lorsque on arrive en fin d'instruction avec manifestement une incompatibilité avec les éléments du dossier vis-à-vis des documents de planification. Les éléments qui figurent par exemple dans le SDAGE, dans le SAGE, ou par exemple dans le SRADET, pour citer par exemple ces différents types de documents de planification. Juste pour vous signaler que les 2 étapes clés de cette phase de décision s'amorcent, alors soit au début par 2 possibilités, soit le commissaire enquêteur a communiqué son rapport et ses conclusions motivées au préfet, et ça permet en fait de lancer la phase de décision. Soit on est dans un délai en fait de 3 semaines où il n'y a pas eu encore de remise du rapport du commissaire enquêteur, entre ce délai donc de 3 semaines qui débute notamment à la fin de la consultation du public. Et donc dans ce cas-là, effectivement, comme on vous l'a rappelé dans les slides, dans les diapositives, pardon, c'est l'autorité préfectorale qui sera compétente pour notamment rédiger la synthèse des observations. Et la fin de cette phase de décision arrive lorsque la date de décision intervient avec l'autorité préfectorale qui va signer l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale ou de refus. Donc, comme on vous l'a dit, hein, l'autorisation préfectorale et également la proposition de refus sont associées avec un rapport d'instruction qui propose notamment, dans le cadre de l'autorisation environnementale, les éventuelles prescriptions de fonctionnement, d'exploitation conformes à la réglementation. Juste pour finir en synthèse, juste pour vous rappeler que effectivement, on n'a pas d'interruption de délai pour des informations complémentaires qui seront demandées en fait dans la phase d'examen et de consultation. Et donc, il est fort possible que parfois, des informations complémentaires arrivent en fin de procédure et donc durant la phase de décision. Et comme on vous l'a dit, comme la réunion de clôture avec le commissaire enquêteur et l'appui en fait du pétitionnaire, cette date s'est passée. Ce qu'on indique notamment, c'est que les éléments qui arriveraient en phase de décision ne font pas partie du dossier et restent donc des éléments qui sont portés à la connaissance notamment du service instructeur. Toujours est-il qu'il y a toujours un contradictoire qui reste de pair, et un contradictoire qui est très très important pour bien vérifier côté pétitionnaire, côté bureau d'études, les différentes prescriptions qui sont annotées dans le projet d'arrêté préfectoral, avec un délai de 15 jours notamment pour apporter officiellement au préfet de département et au service instructeur les éventuelles remarques sur ce projet d'arrêté. Rien de nouveau et aucune évolution sur ce point-là. De même, sur la signature en fait de l'arrêté préfectoral par le préfet de département ou le préfet de police et les modalités notamment de notification et de publication de l'arrêté qui restent inchangées. On arrive au bout de la diapositive, notamment sur l'explicatif des différentes étapes et phases d'examen et de consultation et la phase de décision. Et nous arrivons à la partie 3 de notre échange, notamment sur la présentation des différentes étapes, les prochaines étapes qui vont intervenir dans le cadre de cette réforme de l'autorisation environnementale. Et je passe la parole à Anne-Cécile Rigail. Voilà, alors très rapidement, parce que là c'est plus un peu de tripaille technique, on va dire. Donc, comme je le mentionnais, une instruction ministérielle qui sera publiée, mais qui sera vraiment centrée à l'attention des préfets sur les grands messages clés qu'on a eu l'occasion déjà de vous présenter et que nous allons
voilà, représenter à nouveau. Il y a eu beaucoup de questions au début sur le thème « Est-ce que cet excellent mardi de la DGPR sera disponible en replay ?» Et la réponse est oui. Voilà, ça vous pourrez être sûr d'avoir bien saisi toutes les nuances et le partager avec vos collègues au sein de vos organisations. Nous sommes en train de faire une petite plaquette qui pourra être d'un accès plus facile pour mettre les accents sur les points clés de cette réforme et les choses à retenir. Et puis par ailleurs, vous ne le voyez pas, c'est un peu transparent, mais en interne à l'administration, cette même équipe projet qui vous présente aujourd'hui ce mardi de la DGPR avec nos collègues des directions générales concernées travaille aussi à la formation de nos milliers de collègues dans les directions départementales des territoires, des directions départementales de protection de la population pour les questions d'élevage notamment, dans les DREAL, dans les différents services qui sont à votre contact, les préfectures, etc. Voilà, avec un plan de formation tout à fait massif au sein de l'administration. Peut-être pour faire la transition vers cette étape de questions-réponses, alors merci beaucoup déjà pour les questions que vous avez posées, nombreuses, précises et pertinentes, et la plupart dans l'onglet questions. Donc, on vous remercie pour votre discipline sur ce sujet. Alors, avant qu'on les reprenne de manière un peu plus systématique, je vais peut-être insister sur quelques points tels qu'ils ressortent des questions les plus nombreuses posées. Alors, il y a beaucoup de questions sur oui, mais du coup, cette étape de vérification de la complétude et de la régularité, elle durera combien de temps? Alors, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de délai fixe qui est imposé, puisque en fait, elle commence quand on reçoit un dossier et elle se termine quand le dossier il est suffisant pour qu'il puisse être mis sur la place publique, validement examiné par des services experts et débattu par des parties prenantes qui vont, pour certaines, avoir un regard très pointu et acéré parfois sur le projet qui est proposé. Et donc, finalement, elle dure le temps nécessaire à obtenir ce résultat-là. Donc, si le dossier est excellent, en fait, nous, les consignes qu'on donne aux services, c'est d'ouvrir très vite le dossier pour pouvoir l'examiner très rapidement, sans rentrer dans trop de tripailles administratifs. On donnera à nos équipes des guides, des grilles, un certain nombre d'aides et d'outils qui sont en train d'être consolidés pour les aider dans une analyse un peu systématique, qui ne rentrera pas complètement au fond, puisque c'est pas une préinstruction, mais qui permettra d'éviter des angles morts ou des erreurs manifestes d'appréciation du dossier. Et donc, voilà, ça peut aller assez vite, de l'ordre de quelques semaines. Par contre, si dans cette phase-là, il est formulé une demande de complément un peu structurante, quelque part, là, pour le coup, ça prendra le temps qu'il vous faudra pour répondre. Et donc, si derrière, il faut 3 mois pour compléter une étude particulière, etc., pendant ce temps-là, le dossier, il attend tranquillement que vous ayez pu apporter des compléments. Donc, voilà, il peut y avoir des protestations sur le thème « Vous nous aviez vendu du rêve sur l'accélération des procédures ». En fait, le fait qu'on se donne un délai pour cette phase ne rendra pas par magie un dossier incomplet complet. Une autre manière de dire, c'est que voilà, si on ne vous a pas répondu ou si vous n'avez pas répondu, votre dossier, quelque part, il présente toujours les mêmes lacunes latentes. Le jour où on le met en consultation du public, elles vont être visibles par tout le monde. Donc, il est de l'intérêt collectif que qu'on aille bien au bout de cette vérification qui est pour la sécurisation du projet, pour la validité de tout ce qui pourra être ensuite débattu, montré au public, décidé par le préfet. Mais encore une fois, voilà, nous, les consignes qu'on donne aux services, c'est d'aller assez vite. Mais finalement, c'est dans cette étape que se trouve la seule souplesse de cette procédure. Parce qu'après, pour répondre à toutes les autres questions, est-ce que je peux descendre du train en marche? Ben non, en fait, on ne peut plus descendre du train en marche à partir du moment où la consultation est lancée. Elle est lancée, le dossier va être en ligne, tout le monde va contribuer. Il va y avoir beaucoup de débats, peut-être que tout le monde se précipitera pour dire que ce projet est formidable ou peut-être que voilà, certaines opinions plus nuancées s'exprimeront. Et tout ça va exiger du porteur de projet une très forte réactivité quelque part pour pouvoir répondre aux questions, éventuellement éteindre quelques incendies.
Donc, j'insiste, voilà. Donc, quelque part, la souplesse temporelle, elle réside dans cette étape de vérification de la complétude et de la régularité. Le fait qu'elle n'ait donc pas de délai défini est à la fois un handicap ou une chance. Voilà, il vous appartiendra de vous en saisir de la manière la plus appropriée. Ensuite, effectivement, comme je le mentionnais, par la suite, on ne peut pas prolonger. Donc, il n'y a pas de délai supplémentaire pour répondre à l'avis de l'autorité environnementale, même s'il est un peu acide. Il n'y a pas de délai supplémentaire pour prendre en compte des choses qui émergeraient de manière très nouvelle pendant la consultation du public. Et donc, c'est pour ça, ce que je mentionnais au début, c'est que cette procédure, elle est assez radicale. Elle va très vite si le dossier a été très bien pensé, très bien construit, très bien envisagé dans les attentes des parties prenantes en amont. Et elle peut aller très vite vers un échec aussi si le dossier avait perdu de vue un pan entier d'attente des parties prenantes, etc. Voilà, mais en tout cas, l'esprit de la loi est d'aller vite et pour être très clair, un certain nombre d'organisations professionnelles pendant le débat parlementaire, notamment voilà le MEDEF et plein d'autres, avaient porté auprès des parlementaires des souhaits pour avoir des amendements qui disaient ah oui, mais quand même, on pourrait prolonger cette étape, on pourrait suspendre pour que je puisse répondre, etc. Et les parlementaires ont dit non. Ils ont dit le but est d'aller vite, on va vite. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un parti pris politique qui est assez fort. Donc, je le redis pour ce qu'il est. Et c'est pour cela, et donc là, je réponds à une autre question qui dit comment est-ce que c'est quoi un bon dossier, c'est quoi un mauvais dossier et comment se fera le tri? Ben, en fait, le tri va se faire comme ça, je vais dire à la centrifugeuse. C'est-à-dire qu'il y aura une force d'éjection sur les dossiers qui ne réussiront pas à convaincre dans ce délai de 3 mois, qui est quand même, voilà, qui peut être jugé long, mais qui, en fait, peut être assez court s'il y a besoin d'apporter des éléments complémentaires. Je réinsiste également, ça a été dit par Madame Beau, par Monsieur Bouquet, sur le fait que toutes les réponses apportées par le pétitionnaire pendant cette période de 3 mois de consultation jusqu'à la réunion de clôture, donc quelques jours avant la fin des 3 mois, toutes les réponses et compléments sont réputés faire partie du dossier. Donc ça veut dire qu'il faudra être quand même assez attentif. Alors, si je caricature et ne le prenez pas mal, ne laissez pas le stagiaire du service communication répondre en direct au chat sur les observations des riverains. Parce qu'en fait, le commissaire enquêteur et le préfet considéreront que s'il a promis monts et merveilles en réponse à chaque observation formulée, ça vaut engagement de votre part, quelque part. Voilà, donc c'est très important que les interactions avec le public pendant cette période de 3 mois, soit gérée avec beaucoup de professionnalisme, puisque on considérera que c'est l'évolution naturelle du dossier. Il y a cette flexibilité dans cette procédure qui permet de faire évoluer son dossier pour répondre aux attentes du public des parties prenantes. Et donc, voilà, les mots engagent et les écrits restent. Donc, des questions également sur la mise en place du site Internet. Donc là, on pourra avoir peut-être les compléments de réponse par nos collègues du commissariat général au développement durable, mais dans un premier temps, vous dire, et c'est important pour ceux qui ont des projets à court terme, qu'on va recommander aux porteurs de projets d'avoir recours à des solutions qui existent déjà sur le marché pour organiser des concertations de type concertation préalable, etc. Voilà, et que c'est ça qui est donc l'outil est pour l'instant au choix du pétitionnaire, et puis on verra en fonction du retour d'expérience de ces premières démarches de consultation parallélisée, s'il y a nécessité d'encadrer ou de promouvoir des solutions plutôt que d'autres. Donc une approche assez ouverte, on va dire, pour le choix des outils à ce stade. Il a été, voilà, un certain nombre d'autres questions sur, mais c'est quand même très bizarre cette nomination du commissaire enquêteur dès le début. Je ne suis pas juge de la bizarrerie, je rappellerai que c'est un choix du législateur. Voilà. Donc les députés, dans leur sagesse, ont estimé qu'il valait mieux nommer le commissaire enquêteur plus tôt que plus tard. Et donc effectivement, il y aura des commissaires enquêteurs qui seront nommés pour des dossiers qui, en fait, ne passeront en phase d'examen et de consultation que plusieurs mois après le temps d'avoir été complétés, etc. Et aussi, il y aura peut-être des dossiers qui n'entreront jamais dans cette phase. Et donc, voilà, le commissaire sera nommé, puis un peu plus tard, il sera rendu à ses autres occupations.
Voilà un peu les quelques grands éléments que je souhaitais tracer pour redonner un peu les lignes de force de cette réforme qui peut être changeante, perturbante et qui appelle une transformation de la manière de porter les projets et de les présenter à l'administration et au public. Et nous allons maintenant, avec mes collègues, passer sur une étape un peu plus structurée de réponse plus systématique aux questions. Mais d'ores et déjà, on souhaitait vous remercier pour votre attention et pour la qualité de vos questionnements. Oui, alors merci Madame Rigaille. Alors on va reprendre un peu les questions au fur et à mesure. Donc il y a une question qui porte sur qui s'interroge sur la durée de la consultation de 3 mois, en précisant que les commissaires enquêteurs vous précisent que c'est 4 mois si avis des MRAE. Donc je rappelle que la loi prévoit que la durée de la consultation, elle est de 3 mois. Et elle précise également que la durée de la consultation est d'1 mois de plus lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Donc la réglementation prévoit que l'avis de l'autorité environnementale est rendu dans un délai de 2 mois. Donc 1 mois supplémentaire, ça fait 3 mois. Donc je vous confirme que la durée de la consultation, même lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, est d'une durée de 3 mois. En ce qui concerne pourquoi ne pas imposer aussi des délais pour la phase de décision autre que la possibilité d'avoir un refus tacite au bout de 2 mois. Alors, comme cela vous a été indiqué, la phase de décision, la réforme de l'autorisation environnementale n'a pas porté sur la phase de décision. Elle n'a fait que finalement mettre en cohérence des dispositions pour prendre en compte des modifications dans la phase de décision. Mais le délai pour refuser, pour se prononcer est toujours de 2 mois, avec un silence ou rejet. Peut-être en complément, il faut faire très attention avec ces délais réglementaires parce qu'en fait, ils ont comme principal outil de permettre aux pétitionnaires, s'ils trouvent que le préfet tarde à lui répondre, d'aller porter directement son affaire devant le juge. Mais il est toujours plus intéressant d'avoir une décision positive du préfet au bout de 2 mois et demi ou 3 mois, plutôt que de s'engager dans un contentieux long et pénible parce qu'au bout de 2 mois et 1 jour, on aura constaté que le préfet n'avait pas répondu. Donc ça ne change pas. La phase de décision, elle a quand même pour but, dans l'idéal, de vous permettre de bénéficier d'une autorisation claire, explicite, formalisée par un arrêté préfectoral qui permettra à votre projet de se réaliser. Le délai, il vous permet juste d'avoir un temps de référence pour pouvoir éventuellement passer à une phase plus contentieuse de vos relations avec l'administration. Juste pour compléter notamment sur cette phase de décision, on a un délai de 2 mois, notamment dans le cadre commun, 1 mois de plus, c'est pour ça qu'on a mis le cadre général 2 ou 3 mois, notamment si on passe devant l'instance départementale consultative, qui est le CODERST ou la CDNPS, donc CODERST principalement pour les dossiers industriels de méthanisation et la CDNPS avec ses 2 formations, le collège carrière et le collège éolien. Et donc, ça nous amène au délai cadre commun de 2 mois ou de 3 mois. Effectivement, il y avait des autres questions qui nous évoquaient des autres possibilités. Effectivement, on a toujours la possibilité d'avoir, en concertation notamment et avec accord du pétitionnaire, d'avoir par un arrêté motivé des délais supérieurs à 2 mois. Ça reste en fait ces dispositions réglementaires restent sur l'application en fait comme ce qui était sur la précédente procédure. Donc c'est bien pour ça qu'on vous a dit il y a très peu de modifications, notamment dans la phase de décision. Les modalités actuelles demeurent. Alors une autre question sur si la méthode d'instruction s'applique au projet solaire. Donc cette procédure s'applique à toutes les autorisations environnementales, donc qui soit avec une entrée ICPE, une entrée IOTA pour les travaux miniers et également pour les autorisations supplétives. Alors, on a une autre question sur lorsque l'avis de la MRAE est requis, le pétitionnaire sera-t-il toujours tenu d'y répondre, comme c'était le cas
avant, pendant l'enquête publique. Si oui, il sera très compliqué, voire impossible de le faire avant la fin des 3 mois. Donc, sous réserve du commissariat, enfin de nos collègues au commissariat général au développement durable, la réponse du pétitionnaire à l'avis de l'AE est toujours requis. En revanche, il ne fait pas partie de... Elle peut être apportée en fait après la fin de la consultation. Voilà. Si le porteur de projet arrive à faire, cette réponse dans des délais courts, on pense tous collectivement que c'est une très bonne chose parce que ça permettra d'éclairer le public sur la manière dont il prend en compte l'avis de l'autorité environnementale. Mais sur le fond, ce qui est requis, c'est que sa réponse soit publiée ultérieurement au moment de la décision finale. Donc voilà, il peut y avoir également un délai finalement où la phase d'examen et de consultation se clôt à l'issue des 3 mois. Pendant ce temps-là, le porteur de projet retravaille finement sa réponse à l'autorité environnementale et l'adresse au préfet pour qu'il puisse l'intégrer dans sa décision finale. Alors, autre question, cette réforme concerne-t-elle les études d'impact demandées à la suite d'un examen au cas par cas pour des projets mixtes, logement, bureau, commerce? Alors, s'ils doivent faire l'objet d'une autorisation environnementale, oui. Dans le cas contraire, non. Sur les questions notamment posées sur l'étape de vérification de la complétude et de la régularité, la procédure précédente, en fait, il y avait beaucoup d'allers-retours entre le pétitionnaire et les services instructeurs. Ne faudrait-il pas que les mauvais dossiers soient tout de suite renvoyés? Donc, c'est ce qu'on a expliqué en fait au travers des diapositives. L'étape de vérification et de la complétude, c'est l'étape en fait qui va permettre en fait de pouvoir sauter en fait cette étape de vérification et pour les dossiers qui seront déclarés complets et réguliers passeront sur l'étape d'après. Celui où les différents dossiers qui ne pourront pas passer l'étape, ça veut dire que on arrivera au statut que le dossier n'est pas complet et n'est pas régulier et donc ne passera pas l'étape. Et donc, s'il y a une première demande de complément et qu'on en reste là, le dossier ne peut pas aller plus loin. Et donc, la meilleure des solutions, c'est que le porteur de projet puisse retirer notamment sa demande, retravailler le projet si nécessaire, restructurer en fait sa demande pour que une fois un nouveau dépôt, s'il doit intervenir, puisse être réalisé et que le dossier soit classé donc apte à passer l'étape de vérification et aller en fait dans la case de la phase d'examen et de consultation. Ensuite, les procédures d'autorisation de construire et d'exploiter des canalisations de transport seront-elles embarquées par la réforme? La réponse est non. Cette phase amont à laquelle les pétitionnaires sont vivement incités va... Ouais, sur la phase amont, donc effectivement, c'est vivement recommandé. On a notamment structuré les réseaux pour effectivement pouvoir mobiliser en fait l'ensemble des services de l'État. Et ça, on le rappelle, mais ça nous paraît très très important de pas pouvoir en fait surmobiliser les services instructeurs si le dossier n'est pas mature. Donc le but n'est pas de faire en fait X réunions sur un projet où on n'a pas réellement le contour global. Il faut avoir maturé en fait son projet et arriver en fait à cette phase amont avec les éléments de contexte, de contour, pour permettre de donner un maximum d'informations aux services instructeurs pour que l'instruction se passe, la phase amont puisse aboutir à des éléments qui vont permettre aux pétitionnaires de déposer le dossier de manière la plus équilibrée possible et pour qu'elle puisse passer notamment cette étape une fois le dépôt de vérification de complétude et de régularité.
Alors, on a une question qui porte sur l'information qui va être mise à la disposition tout au long de l'enquête publique. Et en effet, elle ne sera pas la même au moment du démarrage de la consultation du public, jusqu'à la réunion, ou même jusqu'à la fin de la consultation du public. Et justement, c'est ce qui a été voulu par le législateur, que finalement le public soit associé à l'évolution au fur et à mesure du dossier en fonction des avis qui sont fournis et des réponses qui sont apportées par le pétitionnaire. Le public a la possibilité de formuler des observations tout au long de la consultation, donc à J0 et à jusqu'à J plus 90. Et par ailleurs, le commissaire enquêteur, il est là pour veiller aussi au bon déroulement de la consultation du public et justement que ces interactions fonctionnent bien entre toutes les parties prenantes. Alors, on a une autre question sur l'application de l'alinéa 3 de l'article L180-10 qui prévoit l'enquête publique unique, qui vise par exemple les dossiers déclaration d'utilité publique ou installation nucléaire de base qui seraient déposés dans la même temporalité que le dossier d'autorisation environnementale et que dans ce cas, une enquête publique classique est requise et non la PPVE ou la consultation. En fait, l'enquête publique unique, elle va être possible lorsque l'autre autorisation, autre qu'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet nécessite une enquête publique elle aussi. Pour être toujours dans la thématique le sujet des consultations, il y avait également une question sur la consultation, la participation du public par voie électronique en cas d'actualisation. Est-ce qu'elle était applicable à un dossier de demande d'urbanisme déposé parallèlement à l'autorisation environnementale? En gros, la procédure d'actualisation, enfin la PPVE, elle va s'appliquer si on actualise l'étude d'impact dans le cadre d'un projet dans son ensemble. Donc, elle va porter sur la PPVE va porter sur l'actualisation de l'étude d'impact. Pour autant, si jamais on a une demande d'autorisation d'urbanisme qui est déposée, eh bien dans ces cas-là, on appliquera la procédure de droit commun. En fait, si je ne sais pas si on entend bien. Tu peux peut-être. Alors, oui, si Madame Mauplier va. Si jamais l'étude d'impact est actualisée en parallèle, a priori, il y a une des deux autorisations qui va porter l'actualisation, donc on fera une PPVE. Si le PC est déposé par la suite et que tout a été fait au stade de l'autorisation environnementale et qu'il n'y a plus rien à actualiser côté urbain, il n'y aura pas de participation du public requise dans le cadre de la procédure d'urbanisme, en tout cas pas au titre de l'évaluation environnementale. Et en tout cas, si c'est aussi la question, il n'y a pas de PPVE commune. Enfin, ça n'existe pas pour l'instant. Enquête publique commune, consultation parallélisée qui tient lieu de consultation au titre de l'urbanisme, mais on n'a pas de PPVE commune parce que a priori, ça ne devrait pas avoir à s'appliquer puisque c'est vraiment l'actualisation de l'étude d'impact jointe au dossier qui emporte le recours à la PPVE. On a aussi une question notamment sur l'articulation avec le site internet dédié à la consultation. Je laisse peut-être les collègues du CGDD pouvoir répondre notamment sur les modalités pratiques avec le site internet dédié à la consultation. Alors, c'est ce que disait Anne-Cécile tout à l'heure. Il n'y aura pas, au moment de l'entrée en vigueur du texte, un site unique. Il va y avoir un arrêté du ministre qui va lister les caractéristiques que les sites utilisés devront remplir pour pouvoir être utilisés pour la consultation parallélisée industrie verte. Donc, dans un premier temps, le recours aux solutions privées qui existent aujourd'hui avec les registres privés dématérialisés pour l'enquête publique va perdurer et par la suite, les services
les services de l'administration centrale vont essayer de trouver une solution pérenne qui permettra d'avoir un outil uniformisé sur le territoire. Mais pour l'instant, le recours aux solutions privées existantes va perdurer. Quelle réponse du maître d'ouvrage au rapport du commissaire enquêteur? Ça se fait donc à l'issue de l'enquête publique. Les règles ne sont pas différentes de l'enquête publique actuelle. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à la consultation industrie verte. Alors, le permis de construire associé à un projet soumis à autorisation environnementale, mais en lui-même ne relevant pas de l'article R122.2, devra à nouveau être soumis à consultation publique si il est déposé postérieurement à l'autorisation environnementale. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais l'article R122.2, donc c'est la nomenclature de l'évaluation environnementale, et elle ne s'applique pas à une procédure d'autorisation, mais au projet global. Donc c'est de toute façon le projet global qu'on va confronter aux différentes rubriques de la nomenclature. Et le principe, c'est que la première autorisation porte l'étude d'impact initiale, et lors des autorisations successives, cette étude d'impact est actualisée si nécessaire. Et c'est seulement si elle est actualisée qu'il est nécessaire d'organiser une participation du public, en l'occurrence une PPVE. Du coup, à nouveau soumis, si au stade du permis de construire, qui sera donc déposé postérieurement à l'autorisation environnementale, si à ce stade l'étude d'impact n'a pas à être actualisée, parce que le porteur de projet considère que l'étude d'impact déposée précédemment est complète, le processus d'évaluation environnementale ne requiert pas de participation du public. Donc, il n'y aura pas de participation du public au stade du PC. En cas de projet multi-maître d'ouvrage, cela signifie donc que le maître d'ouvrage soumis uniquement à alors je ne sais pas si c'est autorité environnementale ou autorisation environnementale. Autorisation pourra réaliser une consultation parallélisée et que l'autre MOA, s'il est soumis à autorisation environnementale et DUP, devra réaliser une enquête publique unique. C'est un peu difficile de répondre sur des cas particuliers dont on n'a que des bribes d'informations. Donc là, j'ai quand même un peu de mal à répondre en théorie sur un cas particulier. Si vous avez un maître d'ouvrage... Oui, la réponse est oui. Un maître d'ouvrage qui est soumis à autorisation environnementale, il fait une consultation parallélisée, ok. Oui. Et l'autre, s'il est soumis à autorisation environnementale et déclaration d'utilité publique, il peut réaliser une enquête publique unique dans la mesure où l'enquête publique sur la DUP n'a pas été réalisée. Oui, il doit, puisque la règle, c'est l'enquête publique unique. Oui. Sauf dérogation. Sauf dérogation, voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a peut-être autre chose derrière la question, mais je ne sais pas. Alors, il y a une question sur les avis qui sont mis à disposition du public et qu'en est-il s'ils ne sont pas rendus. Donc, cela n'a pas d'impact sur la procédure puisque le code prévoit que lorsque les avis ne sont pas rendus, ils sont réputés favorables. Enfin, en tout cas, il y a une disposition qui prévoit une articulation là-dessus. En revanche, si jamais on a un avis conforme défavorable qui serait rendu après la consultation du public, évidemment que l'autorité compétente pour autoriser le projet en prendra compte. Oui, en effet, une précision vient de m'être apportée que le Code de l'environnement prévoit les avis qui doivent être rendus publics
sur le site de la consultation et ceux qui ne le sont pas. Et à titre d'exemple, l'avis de l'ARS, qui actuellement n'est pas rendu public, le sera désormais. Donc, bien sûr, on l'a saisi pour avis lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Alors, on a une position, une demande de position du ministère sur le fait de ne pas bloquer le système. Il faudra sans doute que l'autorité environnementale et les services réduisent leur demande de complément, qui aujourd'hui porte sur 90% des dossiers. Alors, donc, je remercie les différentes personnes qui ont fait des contributions de nature, on va dire, plus quantitative ou politique sur le niveau de fonctionnaires nécessaire pour instruire tous ces dossiers, etc. Alors, je n'ai pas de boule de cristal et je ne bénéficie pas d'infos secrètes qui n'auraient pas été transmises au Parlement sur les prévisions budgétaires. Mais voilà, il est certain que voilà, il y a des riches débats, on va dire, qui traversent la sphère politique sur faut-il plus ou moins de fonctionnaires. Et donc, on vous laissera juger. En tout cas, à nombre de fonctionnaires équivalents, je réinsiste, comme l'a très clairement exprimé Monsieur Bouquet, sur le fait de solliciter à bon escient le temps précieux fonctionnaire disponible. Non seulement votre service instructeur habituel, l'ADREAL ou la DDT, mais plus généralement derrière les compétences qu'il va falloir aller chercher en expertise sur les questions de biodiversité. Voilà, pour les parcs éoliens, il y a des tas de questions autour des radars, du paysage, etc. Enfin voilà. Donc toutes ces personnes, voilà, vont devoir se partager entre de nombreuses missions, et donc il est de l'intérêt collectif que les sujets soient déminés, on va dire ça comme ça, en phase amont sur une base déjà très complète et avec des idées assez claires sur quels sont les impacts environnementaux du projet. Et ensuite, que les échanges soient très fluides pendant toute la phase d'interaction avec l'administration. Il y a des questions sur, du coup, est-ce que les fonctionnaires vont arrêter de faire des demandes de compléments? Alors, le fonctionnaire ne se lève pas le matin en se disant que le but de sa vie consiste à faire des demandes de compléments sur les dossiers. Par contre, le fonctionnaire lit les décisions des tribunaux administratifs. Et il se trouve que il y a des tas de fois où le juge estime que le dossier que nous avions laissé passer était en fait encore incomplet et qu'il y aurait dû avoir plus de précision sur tel ou tel aspect de la protection de l'environnement. Donc en fait, les demandes de compléments sont vraiment destinées à sécuriser vos dossiers. Alors, elles sont pas forcément reçues avec un enthousiasme que j'imagine dans vos équipes qui sont très chargées également. Mais voilà, le but n'est pas de se mettre, de mettre des bâtons dans les roues. Par contre, il est de bien avoir une appréciation collective de la bonne protection de l'environnement. Donc, à ce titre, à exigence environnementale inchangée, si la qualité reçue des dossiers ne change pas, on pourrait avoir le même type d'échange entre les porteurs de projets et l'administration. C'est pourquoi, en parallèle de cette réforme de procédure de l'autorisation environnementale, alors là, c'est plus exploratoire et c'est vraiment la DGPR qui travaille dessus de manière très exploratoire. On travaille dans le cadre de nos orientations stratégiques à avoir un référentiel finalement de qualité attendue des dossiers qui puisse être partagé avec les différentes professions concernées. Donc, on est moins avancé sur ce projet, mais je crois que j'ai vu une question de Mme Cravero qui y faisait référence. Donc, effectivement, ça s'articule au sens où l'objectif poursuivi est le même, c'est-à-dire donner de la visibilité aux pétitionnaires, aux bureaux d'études sur finalement quelle est la bonne manière de monter un dossier qui réponde aux attentes de l'administration, pas pour faire plaisir à l'administration, mais pour sécuriser l'ensemble des composantes de la protection de l'environnement qui, si nous ne les vérifions pas, seront appréciés par le juge sans doute un peu trop tard pour le bon déroulé des projets. Et donc ça, c'est un travail qu'on va mener sur la fin de cette année avec des interactions, avec voilà, on a constitué un groupe miroir, un certain nombre d'entre vous et surtout de vos fédérations professionnelles et on avancera comme ça. Et donc, je reprécise parce que c'est un travail qui va porter surtout sur les dossiers ICPE,
La réforme industrie verte avec l'autorisation environnementale est plus large. Voilà, il y a notamment tous les dossiers loi sur l'eau, les dossiers miniers. Mais dans un premier temps, on va avancer sur les dossiers ICPE pour essayer de faire bien du premier coup, ce qui vous fera moins de travail, nous fera moins de travail et permettra donc de faire déboucher plus vite tous les dossiers méritants. Je voulais également préciser que voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à avoir, on va dire, des interactions de qualité au cours de la procédure, sans harceler les équipes. Voilà, le but n'est pas de les appeler tous les jours, mais vraiment d'essayer d'être très clair sur, voilà, la question que vous m'avez posée, elle est facile, je vous y réponds bientôt. La question que vous m'avez posée me pose plus de difficultés, je suis obligée de faire un complément d'études avec mon bureau d'études et donc donner de la visibilité, parce que ça nous permettra, nous, de bien ordonnancer les dossiers et, comme vous l'avez vu également, d'indiquer au tribunal administratif quels sont les dossiers qui ont des chances de solliciter à court ou moyen terme les commissaires enquêteurs qui auront été désignés. Donc, il y a vraiment dans cette affaire toute une gestion très dynamique en fait de l'ensemble des dossiers qui vont être dans le circuit et qui devra se faire à la fois au niveau du préfet, du tribunal administratif, des commissaires enquêteurs, des services instructeurs. Et il est de l'intérêt collectif que nous soyons collectivement le plus transparent possible sur, ben voilà, mon dossier il avance, ma demande de complément elle est facile ou elle est compliquée. Et ça permettra de donner un maximum de chances à un maximum de dossiers de bien déboucher dans le processus. Une avant-dernière question sur le cas des rejets qui ont été réécrits et il semble désormais obligatoire de rejeter lorsque la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction. Alors, pour rappel, par rapport à la procédure actuelle, on déplace finalement la phase d'examen telle qu'elle est prévue actuellement dans la nouvelle phase de parallélisée d'examen et de consultation. Et donc, actuellement, il est possible, lors de l'instruction, de rejeter, et avec la nouvelle procédure, c'est également le cas. Donc, en fait, nous avons juste supprimé une condition de rejet sur la complétude et la régularité, puisque on instruit sur la base d'un dossier complet et régulier. Voilà, et on en a terminé pour les questions. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on peut néanmoins, parce qu'entre-temps, vous avez posé des nouvelles questions. Donc, on va prendre quelques minutes, si vous voulez bien nous l'accorder, pour repasser en revue le chat et vérifier qu'on a couvert l'ensemble des champs de préoccupation des uns et des autres. Alors, merci pour votre patience. Voilà, donc on a pu prendre connaissance de quelques questions supplémentaires. Alors, peut-être pour vous indiquer, parce que finalement, il y a des questions qui dessinent en creux, est-ce que je suis dedans, est-ce que je ne suis pas dedans, cette nouvelle procédure. Donc, en fait, c'est très simple et un peu basique. C'est toutes les autorisations environnementales, y compris donc celles qui ne sont pas industrielles, puisque la loi s'appelle Industrie verte, mais de fait, il y a toutes les autorisations environnementales, loi sur l'eau, élevage, voilà, travaux miniers, que les autorisations environnementales. Donc, un projet qui ne nécessite que des dispositions d'urbanisme, etc., sera traité dans le cadre normal d'une autorisation d'urbanisme. À ce sujet, il y avait une question sur, je pense, émanant du secteur minier, sur comment ça s'articule avec les titres, etc. Eh bien, ça rentre dans le cadre qui a été précisé par Madame Beau, c'est-à-dire si la demande de titre minier et la demande d'autorisation environnementale pour les travaux miniers sont déposées ensemble, eh bien, ça fait l'objet d'une enquête publique conjointe. Voilà, c'est le titre minier quelque part qui prend le dessus et qui va diriger la procédure de consultation. Et donc après, l'autorisation environnementale sera instruite au titre de ces sujets. Également, donc, toutes les autorisations environnementales, ça veut dire qu'elles fassent ou non l'objet d'une évaluation environnementale. C'est-à-dire les autorisations environnementales avec étude d'impact et avis de l'autorité environnementale et les autorisations environnementales avec seulement une étude d'incidence rentrent dans cette procédure parallélisée. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite,
Il y avait des questions sur comment ça se passe pour les compléments. Beaucoup de questions. Alors, on a essayé d'y répondre un peu dans le fil du chat questions. Mais en gros, tous les compléments que vous pouvez apporter avant la réunion de clôture sécurisent votre dossier puisqu'ils sont réputés sans contestation possible, faire partie du dossier. Et pourquoi on a choisi la réunion de clôture? C'est qu'en fait, ça permet de les présenter éventuellement lors de la réunion de clôture et d'être sûr que le public, du coup, a été dûment informé de ces évolutions, compléments que vous apportez à votre dossier. Voilà. Les compléments qui sont apportés après, c'est comme maintenant. C'est-à-dire que maintenant, en fait, après l'enquête publique, souvent, vous continuez vos échanges avec le service instructeur pour affiner quelques points. Voilà, vous apportez des réponses peut-être aux observations du commissaire enquêteur, à ses réserves, etc. Vous finalisez une tierce expertise sur un dossier, etc. Donc tout ça, c'est comme maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui arrive après et avant que le préfet ait décidé, contribue, nourrit la décision. Si le préfet estime qu'il a besoin de sécuriser certains engagements pris, par exemple en les prescrivant, voilà, c'est un choix après de solidité juridique sur le dossier. Et donc voilà. Et après, la question de savoir si on a bien informé le public ou pas bien informé le public sur la nature du projet est de nature jurisprudentielle, c'est-à-dire que voilà, ce sont les tribunaux qui se prononcent au cas d'espèce pour dire voilà, dans ce cas particulier, le projet il a tellement évolué à la suite des dernières étapes que vraiment valablement le public n'a pas été bien informé, ou alors il dira c'est bon, en fait il y a eu quelques évolutions marginales, quelques compléments qui d'ailleurs répondaient aux attentes du public, donc ça tombe bien, et donc le projet est tout à fait valide. Mais ça c'est défini dans la jurisprudence et c'est défini, il y a déjà une jurisprudence assez abondante sur la bonne information du public. Des questions sur donc le site, l'arrêté qui va fixer le cahier des charges des sites internet de consultation. Madame Maupillier, à l'instant, me confirmait qu'il sera pris avant l'entrée en vigueur de la réforme. Donc, surveillez le JO sans doute en octobre. Voilà. Mais d'une manière générale, je pense qu'on aura tous une logique d'apprentissage sur les premiers cas. Et donc, voilà, si vous partez avec des solutions du commerce, d'acteurs bien établis du domaine de la concertation sur Internet, vous ne prenez pas trop de risques. Voilà pour un certain nombre de questions. Peut-être je me tourne avec les collègues. Sur les questions, il y a une question notamment sur les dépôts successifs en phase d'examen et de consultation. Donc effectivement, le pétitionnaire va être amené à répondre en fait aux différentes sollicitations sur les différents avis ou les différentes demandes d'informations complémentaires. Donc au fil de l'eau, et ça sera transmis et notamment publié sur la plateforme dédiée à la consultation. Il y avait une question notamment sur un AP de refus. Si un AP de refus a été pris, signé par le préfet de département, est-ce que, monnayant quelques modifications, est-ce que le pétitionnaire peut redéposer un dossier? Donc, bien entendu, on repart en fait sur une nouvelle procédure. Alors, force est de constater qu'il sera de bon ton en fait de modifier le projet pour tenir compte notamment des éléments de l'AP de refus, mais bien entendu, derrière, on peut repartir sur une nouvelle procédure. Il y avait aussi une question sur le cadre des réunions publiques. Alors, on a notamment sur le cadre des réunions publiques, on insiste beaucoup sur la synergie et la coordination entre le commissaire enquêteur et notamment les porteurs de projets. C'est un point très très important parce que aussi bien en termes d'organisation qu'en termes d'échange, il y aura forcément une adéquation à trouver entre le commissaire enquêteur et le pétitionnaire pour déjà la logistique, trouver les différentes salles, l'organisation des réunions d'ouverture et la réunion de clôture. Et donc, voilà, on demande aussi une implication aussi forte des pétitionnaires, des porteurs de projets pour la tenue de ces réunions et l'organisation
et y compris notamment en termes de pilotage de la réunion. Donc ça relève notamment du commissaire enquêteur, mais derrière il y a aussi un appui fort des pétitionnaires pour la bonne tenue des réunions d'introduction et de clôture. C'est ça. Et du coup, j'en profite pour préciser que le commissaire enquêteur aura, parce que la question nous a été à nouveau posée, sur son rôle d'organiser la consultation du public et notamment de mettre à disposition les avis sur le site de la consultation. Une autre question nous a été posée concernant l'articulation lorsque l'on procède à une consultation parallélisée avec la procédure d'anticipation des travaux. Donc, en effet, la possibilité d'anticiper les travaux, donc pour toute la partie qui touche les installations classées pour la protection de l'environnement, sous-entend que cela est possible si le permis de construire a été préalablement délivré et que cette volonté d'anticiper les travaux a été portée à la connaissance du public. Donc, c'est vrai que si on a recours à la consultation parallélisée pour la demande d'autorisation et environnementale et la demande d'autorisation d'urbanisme, sauf à ce que l'autorisation d'urbanisme ait été délivrée avant, soit délivrée à l'issue de la consultation, l'autorisation environnementale, et que lors de cette consultation parallélisée, on a porté à la connaissance du public le fait qu'on voulait anticiper les travaux, cela sera possible. Dans le cas inverse, on ne pourra pas anticiper les travaux en ayant recours à la consultation parallélisée. Enfin, dans la mesure où l'autorisation d'urbanisme interviendrait à peu près au même moment que l'autorisation environnementale. Peut-être également un certain nombre de questions sur les phases amont. Alors, avec toujours cette ambivalence dans les questions sur le thème je veux de l'encadrement, mais je n'en veux pas trop. Alors, voilà, c'est un peu des oscillations entre lesquelles on joue. Donc, en fait, il y a des gens qui nous disent « Ah là là, est-ce qu'il ne faudrait pas processer ou procédurer intégralement la phase amont ?» Et puis d'autres qui s'inquiètent que, du coup, la phase amont prenne trop de temps ou soit trop stricte. Donc, la phase amont, elle est quelque part ce que vous en faites. C'est un des rares espaces de liberté qui reste, on va dire, dans cette procédure. Donc, moyennant le fait, et je le répète, et je suis désolée de la répétition, de solliciter à bon escient le temps précieux de vos équipes et des nôtres, eh bien, finalement, le format est assez libre. Et quelque part, c'est vous qui impulsez le rythme. C'est-à-dire, quand vous vous sentez prêt à discuter pour une phase amont avec l'administration, vous prenez contact, vous sollicitez la tenue d'une réunion, vous fournissez des éléments. Alors voilà, il y a des DREAL qui peuvent demander une espèce de petit formulaire pour être sûr que vous ayez bien passé en revue les différents enjeux. Mais sur le fond, le format est tout à fait et absolument libre, puisqu'en fait c'est simplement un échange avec l'administration pour être sûr de ne pas se tromper dans l'appréciation des enjeux du projet et du process réglementaire qu'il va suivre. Voilà. Et donc après, de dire oui, mais du coup, est-ce que cette phase amont ne fait pas reperdre le temps que la procédure est prévue de faire gagner? Je pense qu'il faut le voir différemment. C'est-à-dire que, comme je vous l'indiquais, cette procédure est à la fois très sympathique et dynamique pour les dossiers où tout se passe bien et assez dangereuse pour les dossiers mal préparés. Donc voilà, vous apprécierez l'opportunité dans ces conditions d'avoir sécurisé un peu en amont un certain nombre de questions. Vas-y. Alors, tu montres laquelle? Ah pardon, j'ai cru que... Alors, on arrive normalement au bout des questions. Désolé, on est en train de regarder, on est en train de regarder l'ensemble des questions. Oui, parce que désolé, on fait le fil s'alimente. Alors, cette procédure ne concerne pas que les projets verts. Donc, c'est vrai que la loi s'intitule Industrie verte, mais comme cela a été rappelé, en tout cas, la réforme de l'autorisation environnementale est prévue pour tous les projets soumis à autorisation environnementale. Ce qui est d'une certaine manière sécurisant, hein, puisqu'on le voit dans des cas notamment de textes européens qui ont des nomenclatures assez compliquées pour savoir qu'est-ce qu'un projet vert, qu'est-ce qu'un projet vertueux, voire qu'est-ce qu'une énergie renouvelable, etc.
ou qu'est-ce qu'un projet zéro carbone, on voit que essayer de qualifier la couleur environnementale d'un projet suscite des nomenclatures complémentaires, des appréciations complémentaires, du contentieux complémentaire, etc. Et donc, c'est pourquoi le gouvernement a fait le choix, pour une fois, d'un tout petit peu de simplicité et donc d'appliquer cette réforme procédurale sans qu'il soit besoin de notre analyse que de savoir si le projet relève d'une autorisation environnementale ou non. Tout à fait. Merci Madame Rigaille. Une autre question concernant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme en cours ou avant dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Donc, quel type de participation du public? Si jamais la consultation du public n'a pas été réalisée sur la mise en compatibilité, on pourra bénéficier, vous pourrez bénéficier, de l'enquête publique unique. En revanche, si la participation du public a été enclenchée sur la partie mise en compatibilité, dans ce cas-là, ce sera la consultation parallélisée qui sera applicable pour l'autorisation environnementale. Tu m'avais identifié. Voilà. On arrive au bout des questions. En tout cas, on vous remercie à nouveau pour cette participation. Alors, on sait que le format webinaire n'est pas forcément le plus festif ou le plus participatif, mais merci infiniment pour la qualité des échanges, pour la courtoisie également des échanges sur le chat et la qualité des échanges sur les questions. Comme je vous l'indiquais, les prochaines étapes vont consister à pouvoir rendre public une petite plaquette qui précise les grandes lignes de cette réforme, mais également, comme ça a été demandé, un certain nombre de textes et de guides méthodologiques à l'intention des services de l'État. Il nous a été demandé dans les questions si ces éléments méthodologiques et grilles seraient rendus publics. Alors, dans un premier temps, on va être clair, dans un premier temps, on va les garder internes à la maison, ne serait-ce parce qu'on s'attend à faire évoluer un certain nombre de prescriptions ou d'apporter des nuances à des réponses techniques qui nous seraient posées par les services. Donc, voilà, dans un premier temps, on aura un certain nombre d'outils à destination de l'administration. Et on pourra progressivement, au fur et à mesure qu'on sera bien sûr d'avoir répondu à ces questionnements internes, par la même occasion, faire connaître aux fédérations professionnelles les lignes de doctrine qui se dégagent de ces premières expérimentations. Voilà, donc ça se fera progressivement. On est bien conscient du changement qui est apporté par cette réforme. Donc, on insiste peut-être pour ceux d'entre vous qui auront des dossiers qui vont arriver à courte échéance sur effectivement un certain nombre de points. La première, c'est de rechercher ce prestataire de plateforme Internet de consultation sans trop tarder. Et le deuxième point, comme je le mentionnais, c'est de vous tenir prêt à interagir avec les services de l'État assez activement, à la fois pendant l'étape de vérification de la complétude et de la recevabilité pour sécuriser votre projet, mais surtout pendant la phase de consultation qui ira vite, très vite. Et donc, plus vous arriverez à apporter des réponses construites et solides pendant cette phase, mieux se portera l'autorisation finale. Merci encore à tous, à toutes, et bonne fin de journée.